Pendant le dernier examen prénatal de ma femme, le médecin s'est mis à trembler en regardant l'échographie. Il m'a pris à part, quittez cet hôpital maintenant et demandez le divorce. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous n'avons pas le temps d'expliquer. Vous comprendrez en voyant ça. Après avoir vu ce qu'il y avait sur l'écran, je ne suis plus jamais rentré à la maison. Lors du dernier examen prénatal de ma femme, j'ai remarqué que le médecin s'était mis à trembler en fixant l'écran de l'échographie. Sans prévenir, il m'a tiré à l'écart et m'a lâché quelque chose d'impensable, que je devais quitter immédiatement l'hôpital et demander le divorce. Je l'ai regardé comme si je n'avais rien compris. Il m'a répondu que nous n'avions pas le temps pour des explications et que tout deviendrait clair une fois que j'aurais vu l'image sur l'écran. Après avoir finalement regardé ce qu'il voulait me montrer, je n'ai plus jamais remis les pieds à la maison. Accrochez-vous, ce qui suit dépasse l'entendement. C'est le genre d'histoire où un seul instant peut réduire en miettes une vie qui semble solide, mais qui reposait en réalité sur des mensonges bien cachés. J'ai 38 ans, et je suis passé de simple ouvrier à la tête de la plus grande entreprise de construction de Cedar Falls. Je suis parti avec des mains calleuses, un compte en banque vide, et rien d'autre qu'une volonté de faire. Aujourd'hui, je dirige plus de 200 employés répartis dans 3 États, supervisant chaque année des chantiers qui se chiffrent en millions de dollars. Si quelqu'un cherche un exemple vivant du rêve américain, j'en suis probablement un. La discipline, l'exigence et une détermination qui frôlent parfois l'entêtement ont transformé un gars ordinaire en entrepreneur prospère. Il y a 15 ans, j'ai épousé Melissa Moody, qui avait alors 35 ans. Elle avait longtemps été considérée comme la perle de Cedar Falls. Blonde, vive d'esprit, fille d'un ancien maire, elle portait un nom prestigieux même si la fortune de la famille Moody s'était éteinte depuis un moment. Pourtant, elle jouait à la perfection le rôle de femme d'homme riche, gala de charité, réception somptueuse, gestion impeccable de notre domaine sur Maple Ridge, comme si elle avait été élevée depuis toujours pour évoluer dans ce milieu. Ensemble, nous avons eu Logan, aujourd'hui âgé de 14 ans, et qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il a mon tempérament et l'intelligence affûtée de sa mère. À l'école comme dans le sport, il se débrouille toujours. Je coachais son équipe de buzzball, et nos week-ends se passaient souvent dans le garage à bricoler tout et n'importe quoi, des nichoirs aux petites tables en bois. Ces projets père-fils étaient devenus une tradition à laquelle je tenais énormément, même si Melissa s'éloignait de plus en plus, engloutie dans son monde social. Quand elle m'a annoncé, il y a 6 mois, qu'elle était enceinte à nouveau, ça aurait dû être un miracle. Après 14 ans de mariage et plusieurs fausses couches qu'il avait brisées, nous pensions que Logan serait notre seul enfant. Nous avions fini par accepter cette réalité et nous étions reconnaissants pour la famille que nous avions. Pourtant, au moment même où elle m'a appris la nouvelle, j'ai ressenti une gêne profonde, quelque chose qui ne collait pas. Dès le début de cette grossesse, Melissa a commencé à changer au point que j'avais du mal à la reconnaître. La femme chaleureuse que je connaissais était devenue glaciale, distante. Elle prenait des décisions seule, disparaissait des heures entières avec des excuses bancales, et revenait les mains vides alors qu'elle prétendait être allée faire des courses. Elle achetait aussi des objets hors de prix sans explication, répondait à des appels privés et souriait parfois d'un air trop secret pour être innocent. Mon associé et meilleur ami depuis le lycée, Gordon Leake, gère tout ce qui touche aux finances tandis que je me concentre sur les chantiers. Il ne cessait de noter des anomalies. Sa femme, Sarah, avait même aperçu Melissa dans un café, penchée très près d'un homme totalement inconnu. Quand Sarah lui avait fait signe, Melissa avait sursauté comme si elle venait d'être prise en faute. Elle consultait son téléphone sans arrêt, et son visage s'illuminait comme si elle échangeait avec quelqu'un qui comptait un peu trop pour elle. « Mec, elle agit bizarrement », m'a dit Gordon un vendredi soir autour d'une bière. Sarah dit qu'elle sort à des heures étranges, qu'elle est nerveuse, toujours à se retourner comme si elle avait peur qu'on la suive. J'avais balayé tout ça d'un revers de main, me disant que c'était sans doute les hormones et le stress. À 35 ans, les médecins parlent d'âge maternel avancé, avec des risques plus élevés et une charge émotionnelle bien plus lourde. Après tant de pertes, je pensais simplement qu'elle était fragile, anxieuse à l'idée de cette grossesse inespérée. Le matin de l'échographie de routine, Melissa était encore plus nerveuse que d'habitude.
Elle jouait avec sa nourriture sans la toucher, s'observait dans chaque miroir, comme si elle cherchait une confirmation de je ne sais quoi, et l'énergie qu'elle dégageait avait plus à voir avec la panique qu'avec la joie. Quand je lui ai proposé qu'on aille déjeuner après l'examen pour célébrer la première vraie image de notre bébé, elle s'est contentée d'un hochement de tête à peine visible. Notre médecin, Edmund Lowell, suit notre famille depuis plus de 10 ans. Un homme dans la soixantaine, tempe grise, voix douce, et ce regard rassurant qui apaise même les plus grandes inquiétudes. Il a mis au monde des dizaines d'enfants à Cedar Falls, et sa réputation d'homme honnête et compatissant n'est plus à faire. Étant donné les pertes passées de Melissa et son âge, il avait suivi cette grossesse avec une attention toute particulière, mélangeant prudence médicale et réelle sollicitude. Pendant que j'attendais dans sa salle d'attente, je parcourais distraitement mes emails, concentré à moitié sur notre plus gros projet en cours, un hôtel de luxe censé affirmer Callaway Construction comme leader régional. Gordon m'avait d'ailleurs envoyé un message concernant un investisseur nommé Adrian Cole qui semblait s'intéresser à nous. Je m'étais dit que j'y jetterais un œil plus tard. Puis Lowell est sorti de son bureau, et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il paraissait bouleversé. Ses mains tremblaient légèrement, et toute sa confiance habituelle avait disparu. Il m'a fait entrer dans son bureau, a fermé la porte derrière nous et s'est mis à marcher de long en large, comme s'il luttait pour trouver les bons mots. « Je suis désolé, ce que je vais vous dire n'est pas facile, a-t-il commencé. Mais vous méritez la vérité. » Il m'a expliqué que l'échographie révélait une croissance incompatible avec les dates que Melissa avait données pour déterminer la date d'accouchement. Les mesures indiquaient clairement une conception remontant à environ 26 semaines, et non 23. J'ai entendu les mots, mais ils ne se sont pas assemblés dans ma tête, pas tout de suite. Ma voix s'est brisée quand j'ai demandé, presque à mi-souffle. « Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ?» Le docteur m'a répondu d'un ton calme mais lourd, comme s'il portait le poids de la vérité lui-même. « Cela signifie que ce bébé n'a pas pu être conçu pendant la période où vous et Melissa étiez ensemble. D'après les informations du dossier médical de votre femme et tout ce que vous m'avez dit sur votre emploi du temps, vous étiez à Denver pendant la véritable fenêtre de conception. » Denver. Le plus gros contrat que nous ayons jamais décroché. J'y avais passé près de 3 semaines d'affilée en janvier, bossant 18 heures par jour pour m'assurer que tout soit irréprochable. Tous les soirs, je téléphonais à Melissa, comptant les jours avant de rentrer et célébrer ce succès avec elle autour d'un verre. « Docteur, vous êtes certain? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune erreur dans les chiffres? » Je savais déjà ce qu'il allait dire, mais j'avais besoin de l'entendre. Il a hoché la tête avec conviction. J'ai refait les calculs 3 fois. Il n'y a aucun doute possible. La croissance du bébé correspond exactement à une conception survenue pendant que vous étiez à Denver. À cet instant, j'ai senti les murs du bureau vaciller autour de moi, comme si 15 années de mariage venaient de se fissurer d'un seul coup sous une lumière crue et impitoyable. Les sautes d'humeur de Melissa, ses appels privés, la distance qu'elle avait mise entre nous, ses disparitions inexpliquées, tout s'est aligné dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle sinistre. Le docteur Lowell m'a regardé avec une sorte de compassion mêlée à une indignation qu'il ressentait presque à ma place. « Nathan, vous êtes un bon homme. Vous méritez mieux que ça. Peu importe la direction que vous prendrez d'ici là, vous devez penser à vous et agir sans attendre. Si vous voulez mon avis, partez d'ici et demandez le divorce avant que Melissa ne tente de détourner la situation. » Mais je suis resté immobile. Au lieu de partir, je lui ai demandé de me montrer les preuves moi-même. Il a marqué un bref temps, puis a tourné l'écran vers moi. Tout y était, les mesures, les graphiques, la longueur des os, la croissance des organes, chaque donnée pointant vers une date de conception qui ne pouvait absolument pas me correspondre. Le bébé allait bien, mais les faits étaient implacables. Cet enfant ne pouvait pas être le mien. Lorsque je suis revenu dans la salle d'examen, Melissa était déjà allongée, les larmes étalées sur ses joues, fixant le plafond comme si elle attendait que la vérité lui tombe dessus. Elle savait très bien que ses mensonges venaient de s'effondrer. « Montrez-moi », ai-je dit au docteur Lowell, d'une voix étonnamment calme. Melissa a enfin tourné la tête vers moi,
les yeux agrandis par la peur, déjà embués de larmes. Nathan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai secoué la tête, et ma voix est sortie glaciale, presque étrangère. Non. Tu ne vas pas t'en sortir avec des mots. J'ai étudié l'échographie encore un long moment, comme si j'essayais d'imprimer chaque donnée dans ma mémoire pour ne jamais oublier à quel point ma vie venait de changer. Puis j'ai levé les yeux vers Mélissa, la femme que j'avais aimée, respectée et protégée pendant 15 ans, la mère de mon fils, et celle qui venait de réduire ma confiance en ruine. On rentre à la maison, ai-je dit, d'un ton étrangement posé. On va avoir une conversation très détaillée, et tu vas me dire exactement qui c'est, et depuis combien de temps ça dure. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle comprenait que ce moment-là était inévitable. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui, avec le recul, m'a probablement sauvé la vie et l'esprit. Plutôt que de hurler, de frapper du poing ou de la confronter dans une explosion d'émotions, j'ai opté pour une stratégie froide et méthodique. J'avais bâti tout mon empire sur la planification, la patience et une rigueur sans faille. J'allais appliquer ces mêmes principes à cette crise personnelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable comme si j'entrais en guerre. La première recherche que j'ai lancée concernait Adrian Cole. En quelques minutes, j'avais une vue d'ensemble du nouveau prédateur qui rôdait autour de Cedar Falls. Le site web du Cole Development Group présentait des projets immobiliers de luxe dans plusieurs États, avec Adrian en PDG charismatique, affiché en héros de l'immobilier pour investisseurs crédules. L'homme était beau, mais d'une beauté plastique, presque synthétique, qui me mettait immédiatement mal à l'aise. Un sourire trop blanc pour être sincère, des costumes hors de prix, un charme de façade qui masquait un vide total derrière les yeux. Son LinkedIn le montrait au même gala de charité où Mélissa avait probablement rencontré cet enfoiré pour la première fois. Ses réseaux sociaux révélaient un type accro à l'attention, au luxe et à l'approbation publique. En fouillant un peu plus, j'ai découvert qu'il était marié à Rachel Cole, une avocate reconnue dans la capitale de l'État. Ils avaient des jumelles de 10 ans et vivaient dans un quartier si exclusif qu'on n'y entre pas sans invitation. L'ironie m'a frappé en plein visage, ce type détruisait tranquillement plusieurs familles en parallèle tout en se présentant comme le père modèle. La semaine suivante, j'ai continué ma routine habituelle tout en menant, en secret, une véritable opération de renseignement. J'ai expliqué à Gordon que Mélissa avait des complications nécessitant repos et isolement, ce qui justifiait son absence en société, et mon air préoccupé. Loyal comme toujours, Gordon a pris plus de responsabilités sans poser la moindre question. J'ai ensuite embauché Victor Hill, un ancien flic devenu détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. Réputé pour sa discrétion et sa précision, Victor avait exactement le profil dont j'avais besoin. En 3 jours seulement, il m'a remis un dossier complet qui dressait un portrait absolument dévastateur d'une trahison soigneusement orchestrée. J'ai appris que Mélissa et Adrian se retrouvaient 2 fois par semaine dans une suite de luxe du Grand View Hotel depuis maintenant 8 mois. Victor avait rassemblé des photos horodatées, des relevés financiers et même des journaux de communication qui détaillaient l'ampleur de leur liaison. Les preuves étaient écrasantes. Mélissa utilisait l'argent de notre compte commun pour payer leurs escapades, pendant qu'elle me servait des histoires de virées shopping ou de visite à sa sœur Denise, qui vivait à une ville de là. En réalité, elle faisait 40 minutes de route pour rejoindre son amant dans une suite dont la nuit coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnent en une semaine. Mais je ne voulais pas seulement des preuves d'infidélité physique. Je voulais comprendre toute l'étendue de leur trahison, chaque détail, chaque intention cachée, afin de préparer une riposte totale et définitive. Grâce à l'enquête approfondie de Victor, j'ai découvert que Mélissa et Adrian préparaient leur fuite depuis des mois, avec un sens de l'organisation qui aurait pu rivaliser avec n'importe lequel de mes projets d'entreprise. Leur plan était terriblement simple, après la naissance du bébé, Mélissa demanderait le divorce en invoquant des « différences irréconciliables ». Elle cacherait bien sur la véritable raison. Ensuite, elle réclamerait la moitié de tout ce que j'avais bâti en 15 ans, en s'appuyant sur les lois du Connecticut concernant la division équitable des biens. Cet argent aurait servi à financer sa nouvelle vie dans la capitale avec Adrian et leur enfant.
Ils avaient déjà versé un acompte sur un appartement de luxe au centre-ville, et ils avaient commencé à contacter des écoles privées pour leurs familles recomposées. L'ampleur de la trahison de Mélissa m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une erreur ou un dérapage émotionnel. C'était une opération planifiée, méthodique, presque clinique, visant à démolir notre mariage et à maximiser son profit personnel, tout en me laissant dans l'ignorance la plus totale. Durant toute cette semaine d'enquête, Mélissa devenait de plus en plus agitée. Elle sentait que je m'éloignais, mais croyait encore pouvoir maintenir sa façade. À un moment donné, elle a même demandé mon avis sur les couleurs pour la future chambre du bébé, alors qu'elle continuait ses rendez-vous bi-hebdomadaires avec Adriane. La voir jouer à la femme dévouée pendant qu'elle organisait la destruction de notre famille m'a définitivement fait perdre tout respect pour elle. Sa capacité à mentir avec autant d'aisance ressemblait à un talent cultivé depuis des années. La femme que j'avais connue s'était transformée en manipulatrice froide, capable de me regarder droit dans les yeux tout en me mentant sur les fondements mêmes de notre vie commune. Pourtant, je n'avais pas fini d'amasser les pièces dont j'avais besoin pour la guerre silencieuse que je préparais. Car grâce à Victor, j'ai découvert que Adrian Cole était bien plus qu'un adultère ambitieux, c'était un criminel en costume, et ses pratiques professionnelles offraient d'innombrables possibilités pour une destruction parfaitement légale. Lors d'une réunion professionnelle que j'ai organisée sous couvert d'un potentiel partenariat, j'ai exploité la réputation de Calloway Construction solide, fiable et respecté pour gagner sa confiance. Adrian, croyant avoir affaire à un simple entrepreneur désireux d'impressionner un promoteur de prestige, s'est ouvert bien trop vite. Il s'est vanté, presque fièrement, de certaines de ses méthodes, révélant sans s'en rendre compte des violations réglementaires flagrantes et des pratiques illégales destinées à réduire les coûts. Vous savez, parfois, il faut être créatif avec les régulations environnementales, m'a-t-il dit avec un clin d'œil complice. Les études d'impact, disons qu'elles peuvent être interprétées de manière flexible, tant que vous connaissez les bonnes personnes dans les agences. J'ai acquiescé avec un air réfléchi, tout en enregistrant discrètement chaque mot avec mon téléphone. Intéressant, ai-je dit. J'aimerais voir certains de vos sites pour mieux comprendre vos méthodes. La semaine suivante, j'ai visité 3 de ces chantiers. J'ai tout documenté avec la précision d'un expert, violation de sécurité mettant en danger les travailleurs, dégâts environnementaux en violation des normes fédérales, entorse au code du bâtiment compromettant les structures, et même des traces de corruption impliquant des inspecteurs locaux. À chaque visite, je récoltais davantage de matière pour le faire tomber légalement. L'empire de Adrian reposait en réalité sur la fraude, la négligence criminelle et une corruption systémique. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec mon avocat de longue date, Martin Keller, pour réorganiser Calloway Construction de manière à protéger l'ensemble de nos actifs contre un éventuel divorce. Martin maîtrisait parfaitement les stratégies juridiques les plus agressives autorisées par le droit du Connecticut, et il m'a expliqué comment sécuriser nos biens sans franchir aucune ligne illégale. Si vous êtes inquiet concernant les responsabilités ou les risques, nous pouvons mettre en place une structure d'entreprise plus solide pour isoler vos actifs personnels, m'a conseillé Martin lors d'une réunion confidentielle. Faites-le, ai-je répondu sans hésiter. Je veux que tout soit protégé, la maison, l'entreprise, le fonds d'études de Logan, chaque centime que nous possédons. Martin me connaissait depuis mes débuts et ne m'a posé aucune question inutile. Il s'est contenté d'exécuter, avec la même loyauté que celle qui m'avait permis de bâtir mon empire. 2 semaines après l'échographie, j'étais prêt. Prêt à lancer le plan de destruction le plus complet et le plus méticuleux que j'ai jamais conçu. Contrairement à mes chantiers, où chaque journée de travail servait à bâtir quelque chose qui avait de la valeur, cette fois je me préparais à démanteler méthodiquement la vie de 2 personnes qui avaient piétiné ma confiance et mis en danger l'avenir de ma famille. Phase 1. J'ai commencé par transmettre à l'EPA un dossier complet détaillant toutes les violations trouvées sur les sites de Adrian. J'avais des photos, des enregistrements où il admettait ses manœuvres illégales, ainsi qu'une pile de documents montrant des dégâts environnementaux mettant en péril aussi bien les travailleurs que le public. Phase 2. Ensuite, j'ai contacté l'IRS pour leur remettre un rapport précis sur les fraudes fiscales dont Adrian s'était vanté lors de nos rencontres comptes offshore, revenus cachés,
tout ce qui relevait clairement de crimes fédéraux. Phase 3. Puis je me suis tourné vers Rachel Jennings, sa femme, qui ignorait complètement la double vie de son mari. Elle méritait de savoir dans quel mensonge elle vivait avant de faire des choix concernant l'avenir de sa propre famille. Madame Jennings, je m'appelle Nathan Calloway. J'ai des informations urgentes concernant votre mari, et vous devez en prendre connaissance dès que possible. Pourrions-nous nous rencontrer autour d'un café ce matin? Sa voix était prudente, presque méfiante, mais je pouvais y entendre une certaine curiosité. Je ne vois pas vraiment ce que vous pourriez avoir à me dire, monsieur Calloway. Je n'ai pas tourné autour du pot, votre mari trompe la vôtre avec la mienne. Et il prévoyait de laisser tomber nos deux familles. J'ai accumulé toutes les preuves, et je pense que vous devez tout voir avant de décider de la suite pour vous et vos filles. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café non loin du cabinet où elle travaillait. Je lui ai remis des copies de tout ce que Victor avait rassemblé, photos de surveillance capturant des gestes trop intimes pour être innocents, reçus d'hôtels confirmant leurs rencontres régulières, messages récupérés par différents moyens d'enquête, jusqu'à l'échographie prouvant que Melissa attendait l'enfant de Adrian. Rachel Jennings m'a immédiatement impressionné. C'était une femme brillante, posée, et même si la douleur était visible, elle affrontait le choc avec une maîtrise presque professionnelle. En tant qu'avocate en droit de la famille, elle a identifié en quelques minutes les implications légales, et je pouvais presque la voir construire un plan tandis qu'elle encaissait la trahison. Votre dossier est remarquablement complet, a-t-elle murmuré en passant en revue les documents avec un œil affûté. Vous avez essentiellement préparé une affaire en béton armé contre tous les deux. C'était précisément le but, ai-je répondu calmement. Votre mari prévoyait de vous abandonner, vous et vos filles, pour ma femme. Il pensait qu'il pourrait financer leur nouvelle vie avec la moitié de tout ce que j'ai bâti. Le regard de Rachel s'est durci d'une détermination familière, celle que je voyais dans mon propre miroir chaque matin. Pas si je le prends de vitesse. Adrian n'a aucune idée que je surveille ses comportements douteux depuis des mois. Si on combine ce que j'ai avec ce que vous me montrez, on peut s'assurer qu'il paiera pour tout ça. Nous avons passé l'heure suivante à synchroniser nos stratégies légales avec la précision de deux officiers planifiant une opération. Rachel déposerait sa demande de divorce dans l'après-midi, demandant la garde exclusive de leur fille ainsi qu'un audit complet de toutes les entreprises et des finances personnelles de Adrian. Ce réseau de démarches juridiques allait lancer une procédure rapide et agressive, le prenant de court avant qu'il ne puisse cacher quoi que ce soit ou manipuler la situation. Pendant ce temps, j'allais déclencher les enquêtes fédérales tout en sécurisant mes propres actifs grâce à la restructuration que Martin avait préparée. Le timing était la clé. Tout devait tomber au même moment pour empêcher Melissa et Adrian d'anticiper la tempête ou de se coordonner. Le lundi suivant ressemblait presque à un jugement programmé, et j'ai mis mon plan à exécution avec la même rigueur que sur un projet de grande ampleur. À 7 heures pile, tandis que Melissa dormait encore et que Logan se préparait pour l'école, j'ai passé les appels qui allaient pulvériser deux vies bâties sur les mensonges. 24 heures plus tard, la réaction en chaîne dépassait tout ce que j'avais imaginé. Des agents fédéraux ont débarqué dans les bureaux de Adrian avec des mandats liés aux violations environnementales. Rachel avait déposé sa demande de divorce accompagnée de requêtes d'urgence gelant tous les actifs de son mari. Les investisseurs majeurs ont coupé les ponts, citant des inquiétudes sérieuses concernant sa réputation. Victor avait également mis la main sur des preuves de détournement de fonds, et des accusations criminelles officielles ont été déposées. Melissa a vu son grand projet s'effondrer sous ses yeux alors que l'homme pour lequel elle avait détruit notre famille passait en quelques heures du statut de playboy ambitieux à celui de criminel fédéral risquant une longue peine. Quand elle a réussi à le joindre, Marco parlait à peine de manière cohérente. Tout est foutu. Les fédéraux ont tout pris. Rachel a bloqué nos comptes. Les investisseurs se barrent tous. Je comprends pas comment ça a pu aller aussi vite. Et Melissa, avec une sorte d'amertume résignée, lui a soufflé, c'est Nathan. Il savait tout. Il préparait notre chute depuis des semaines. La conversation s'est arrêtée quand Adrian a raccroché, laissant Melissa seule dans une chambre d'hôtel, assise au milieu des décombres d'un plan qui semblait brillant quelques jours plus tôt.
Les conséquences ont été rapides, brutales, et pour être honnête étrangement satisfaisantes. Adrian a pris 7 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et violations environnementales. Son entreprise s'est effondrée, déclarée en faillite, ses actifs saisis pour couvrir les réparations. Et tout ce qu'il avait bâti autour de son nom a été ruiné au point d'être irrécupérable. Melissa a finalement donné naissance à leur fille, Ivy, en décembre, et elle a dû entrer dans la maternité complètement seule, pendant que le père du bébé commençait sa peine dans une prison fédérale. L'ancienne fille du maire, autrefois si fière, travaille maintenant quelques heures par semaine dans une petite épicerie et vit dans un appartement modeste, essayant de joindre les deux bouts en tant que mère célibataire. Elle dépend presque entièrement de l'aide sociale et d'une pension alimentaire dérisoire. La clause d'infidélité incluse dans notre contrat prénuptial, un détail que Melissa avait commodément oublié dans ses plans, a effacé la majorité de ses protections financières et l'a laissée avec juste assez pour survivre. Les rêves de luxe, de raffinement et de statut social auxquels elle s'accrochait se sont transformés en exactement ce qu'elle avait toujours méprisé, une vie frugale et difficile. Pendant ce temps, tout s'est amélioré pour moi, dans pratiquement toutes les catégories imaginables. Notre divorce a été finalisé, et Melissa a reçu bien moins que ce qu'elle avait imaginé en préparant sa fuite. Calloway Construction a décroché plusieurs contrats majeurs, les clients semblaient apprécier la manière transparente et responsable dont j'avais traversé la tempête. L'entreprise s'est développée dans plusieurs États, et nous employons maintenant plus de 400 personnes. Logan, malgré tout ce qu'il a dû encaisser, a affronté la situation avec une maturité qui m'a parfois presque laissé sans voix. Je voyais bien la douleur dans son regard lorsqu'il pensait que je ne faisais pas attention, mais au lieu de nous éloigner, cette épreuve nous a rapprochés comme jamais. Nous passions nos soirées à bricoler sur des projets ensemble et nos week-ends à explorer les sentiers de randonnée autour des Darfals, reconstruisant notre vie sur quelque chose d'honnête et de solide. Finalement, j'ai retrouvé l'amour avec Elise Harrington, une veuve qui avait déménagé dans notre ville pour se rapprocher de ses enfants adultes. Nous avons construit notre relation lentement et avec soin sur 18 mois, conscients tous les deux qu'une vraie fondation ne pouvait pas être basée sur la solitude ou sur le besoin de combler un vide. 3 ans plus tard, cette transformation est devenue permanente. Melissa a continué à reconstruire sa vie, mais cette fois grâce à un vrai travail et à un sens des responsabilités qu'elle n'avait jamais montré auparavant. Elle a terminé un diplôme dans un community college, obtenu une promotion comme directrice adjointe, et elle semble enfin avoir compris que chaque choix porte un prix, qu'on ne peut pas éviter les conséquences avec du charme ou de la manipulation. Adrian, lui, a encore 5 ans à purger, et son ex-femme a réussi à déménager à l'autre bout du pays avec leur fille, cherchant à se construire une nouvelle vie, loin de l'héritage criminel qu'il a laissé derrière lui. Quant au docteur Lowell, il a pris sa retraite, mais on se retrouve encore parfois autour d'un café pour parler des dilemmes éthiques qu'il a affrontés durant sa carrière. Vous avez géré toute cette affaire mieux que n'importe qui aurait pu l'espérer, m'a-t-il confié récemment. Il fallait du courage pour vous dire la vérité, mais tout le monde avait besoin de sortir de ses mensonges pour affronter la réalité. Avec du recul, une clarté parfaite, presque douloureuse par moments, je n'ai aucun regret. Ni d'avoir fait confiance à Melissa à l'époque, ni de la façon dont j'ai réagi quand la vérité a éclaté, ni du chemin que chacun a dû parcourir après. Mon seul vrai regret, c'est qu'il ait fallu une rupture aussi violente pour me montrer la différence entre la vie confortable que je croyais vouloir et celle, beaucoup plus authentique, dont j'avais réellement besoin. Aujourd'hui, mes fondations sont solides, faites de vérité et non plus de tromperie. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je me sens pleinement prêt à l'affronter, entouré de gens dont l'amour est réel et dont la loyauté a été testée sous une pression impossible à inventer. L'échographie qui avait déclenché la chute a, en fin de compte, apporté la vérité dont chacun avait besoin pour reconstruire quelque chose de meilleur. Et parfois, aussi étrange que cela semble, la trahison la plus douloureuse peut conduire à une transformation incroyablement positive si on la traite avec du recul, du discernement et un plan réfléchi, plutôt que de laisser les émotions brutes dicter chaque réaction.